Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. Troisième nuit, les ailes dorées. Bonsoir, le jour tombe. Le jour tombe, je lis sur la petite terrasse, et puis les rayons se couchent derrière les maisons, et je sens leur pâle chaleur me quitter. Premier frisson de nuit, je referme mes bras sur le pull en laine. Malgré le froid, je reste encore un peu. Sur mes genoux, j'ai laissé le livre entrouvert, un doigt à la page que je lisais, mais c'est le ciel que je contemple, le ciel qui s'éteint et s'allume à la fois. Au soleil, il est plus facile d'une certaine façon d'être heureux. On ose tout espérer, tout tenter, on chante plus fort. Sous les étoiles, le bonheur est plus exigeant. On ne peut pas ignorer le noir qui entoure les étoiles. On mesure l'énergie avec laquelle elles nous envoient leur lumière du fin fond de l'espace. On veut brûler soi-même dans la nuit, par tous les moyens. C'est une autre sorte de joie, une joie gagnée sur l'absence. Il fait totalement noir maintenant. Quelques oiseaux du soir traversent encore le ciel. Et j'imagine, comme souvent, s'avancer une aile couleur de la nuit, une aile aux plumes douces, signalée seulement par le remuement de l'air autour. Une aile qui viendrait invisible caresser ma joue, tendrement consoler le crépuscule, l'aile d'un oiseau ou d'un ange qui y habiterait la nuit. Mais voici ce soir, pour traverser la nuit, des ailes dorées, une femme nue, pourvue d'ailes dorées, penchée sur un bassin d'eau opaque. J'ai invité Marc-Philippe Lejeun, photographe et peintre, à me faire une proposition pour cette série du beau avant le solstice. Et il m'envoie ce très beau cliché qu'il a pris en Irlande l'année dernière au Galway Festival. L'impression puissante qui émane du corps m'a fait penser d'abord à une installation vivante. Mais il s'agit en réalité d'une sculpture de l'Australien Sam Jinks intitulée The Messenger. J'ai été un peu déçue, le réalisme manque de poésie, et puis j'ai été bluffée par la technique, et puis j'ai été sceptique, comme devant beaucoup d'œuvres hyper réalistes, et puis finalement j'ai été émerveillée à cause des ailes dorées, et du vase, et du plan d'eau, et de l'inclinaison du corps, du mouvement suspendu et attentif du corps. C'est d'abord la technique qui interpelle. Comment c'est fabriqué? Comment est-ce que ça peut faire aussi vrai? On peut lister les ingrédients de la recette. Moulage d'argile, silicone coulé, résine, carbonate de calcium, fibres de verre, cheveux humains. Notre trouble reste entier. On peut apprendre que Jinx ado utilisait du silicone de joint de salle de bain pour fabriquer des choses. Le mystère, pourtant, reste entier. Ce qui nous touche dans cette représentation du corps reste entier. Le corps est montré sans complaisance par la sculpture hyper réaliste. Pas forcément trash, ces œuvres exposent la fragilité et la mortalité du corps. Les personnages peuplent un monde désenchanté, sans Dieu, pessimiste certainement, mais avec une forme d'empathie et de bienveillance pour les modèles. Jinx, il faut le noter, n'aime pas la catégorie hyper réaliste. Ça le fait penser à Madame Tussaud et aux prothèses orthopédiques, dit-il, à des choses mortes. Un peu comme ces cadavres et ces monstres qu'il a réalisés pour le cinéma et qui, à force, le déprimaient un peu. Il n'aime pas parler d'hyperréalisme parce que le réalisme à tout prix ne mène à rien. Après avoir expérimenté des techniques de numérisation 3D et d'impression de ces modèles, il est revenu au modelage en argile, à la main. Dans un entretien, il parle du combat avec l'imprimante 3D,
un combat énergivore. À cette bataille perdue d'avance, il préfère l'idée et son exécution, les décisions inconscientes qui sont prises dans le travail et qui, dit-il, font partie de qui l'on est. La peau, la texture des os sur les muscles, tout cela est interprétatif, dit-il encore. Et c'est aussi l'interprétation qu'il cherche à déclencher chez le spectateur quand il évite les œuvres à taille réelle. Il faut un petit décalage. Dans The Messenger, Jinx fait encore un pas vers un art qui ne se résume pas loin de là à une technique, si bluffante soit-elle. En effet, le messager, c'est Iris, la messagère ailée des dieux. Dans la mythologie grecque, elle est attachée à Héra, comme Hermès est attaché à Zeus. Elle se déplace entre le monde des dieux et celui des humains, entre le royaume des vivants et les enfers. Elle communique entre les mondes. Son nom, Iris, viendrait du grec eiro, je dis, car Iris répète les ordres des habitants de l'Olympe. On la voit ici penchée sur les eaux noires du Styx, le fleuve mythique par lequel on jurait le Orcos, serment sacré et inviolable. Même les dieux ne pouvaient s'y soustraire. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire les explications d'Hésiode dans sa Théogonie à ce sujet. Quelquefois, la fille de Thomas, Iris au pied léger, vole, messagère docile sur le vaste dos de la mer, lorsqu'une rivalité ou une dispute règne parmi les dieux. Si l'un des habitants de l'Olympe s'est rendu coupable d'un mensonge, Iris, envoyée par Jupiter pour consacrer le grand serment des dieux, va chercher au loin, dans une aiguière d'or, cette onde fameuse qui descend toujours froide du sommet d'une roche élevée. La plupart des flots du Styx, jaillissant de leur source sacrée, coulent sous les profondeurs de la terre immense, dans l'ombre de la nuit, et deviennent un bras de l'océan. La 10e partie en est réservée au serment. Les 9 autres, serpentant autour de la terre et du vaste dos de la plaine liquide, vont se jeter dans la mer en formant 1000 tourbillons argentés, tandis que l'eau qui tombe du rocher sert au châtiment des dieux. Si l'un des immortels qui habitent le faîte du neigeux Olympe se parjure en répandant les libations, il languit pendant toute une année, privé du souffle de la vie, ne savoure plus ni l'ambroisie ni le nectar, et reste étendu sur sa couche sans respiration, sans parole, plongé dans un fatal engourdissement. Lorsque, après une grande année, sa maladie a terminé son cours, il est condamné à des tourments nouveaux. Durant 9 années entières, il vit séparé des dieux immortels, sans jamais se mêler à leurs conseils ou à leurs banquets. À la 10e année seulement, il rentre dans l'assemblée de ces dieux, habitants de l'Olympe. Ainsi donc, Jinx choisit Iris, la messagère des dieux, et son geste de puisatière à l'onde incorruptible du Styx. Ce faisant, il choisit lui aussi d'être un messager, puisant son inspiration dans le passé. L'œuvre, en effet, veut rappeler la statue d'Iris sur le Parthénon d'Athènes. Une Iris qui, aujourd'hui, a quitté le soleil de l'esprit grec pour la grisaille londonienne. Au British Museum, elle expose tristement son vol arrêté, seule rescapée du front ouest du Parthénon, qui montrait le combat mythique entre Athéna et Poséidon. Drapée dans une tunique courte et sans manches, sans doute cintrée à la taille par une ceinture de métal aujourd'hui perdue, Iris a perdu ses bras et ses ailes. Mais le vent joue encore avec sa tunique, ici s'engouffrant, là plaquant le tissu sur le corps qu'on devine en plein vol. Elle retenait le char de Poséidon. Comment se défaire d'une certaine nostalgie devant ces morceaux de rêve sortis de leur temps ? Et puis il y a cet écartèlement. Si le corps est à Londres, la tête manquante d'Iris, portant diadème et boucles d'oreilles en métal tous disparus, serait la tête dite de Laborde, ramenée à Venise après la prise d'Athènes par le doge Morosoni, encastrée alors dans un mur,
puis récupérée par un collectionneur allemand, et enfin le marquis français l'aborde, avant de finir au Louvre, où elle se trouve aujourd'hui. Le corps à Londres, la tête en France, l'âme en Grèce, Iris a gardé son côté voyageur, même si elle a sillonné l'Europe sans elle, en pièces détachées. Son message, c'est sans doute Jinx qui le fait passer, message de la splendeur antique, de Phidias, le grand sculpteur du premier classicisme grec, de la poésie et de la mythologie grecque. Jinx connecte ainsi passé et présent, sculpture antique et sculpture postmoderne, tradition classique et technique contemporaine. Il crée un être de chair fragile et d'ailes mythiques, jetant ainsi un pont entre deux mondes, qui sont tous deux les nôtres. Un pas sûrement dans sa recherche de symboles puissants, mais faits pour tout le monde, dans sa recherche d'œuvres qui auraient, rêve-t-il, le pouvoir des œuvres religieuses, mais sans l'association avec la religion. Ce soir, ce n'est pas l'aile d'un oiseau couleur de nuit qui caresse ma joue, ni l'aile d'un ange, mais l'aile dorée d'un messager qui exprime la quête de Jinx, à la recherche en quelque sorte d'une transcendance laïque dans la nuit silencieuse des dieux. Bonne nuit, dormez bien ou bien veillez, jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.